Ce que je peux apercevoir donc, au travers des réseaux sociaux, c'est que il y a des personnes qui confondent peut-être deux choses, à savoir, ils confondent finalement de quel ordre alimentaire est l'appareil digestif, naturellement, physiologiquement, et puis finalement, quel est le régime, sans parler de régime idyllique, mais quel est le régime pour l'homme. Voilà. Et donc, nous, hygiénistes, dans notre position, nous savons que physiologiquement, après étude et analyse de l'appareil physiologique, de l'appareil locomoteur, de la morphologie même humaine, nous en sommes venus à déduire qu'à partir de toutes les études qui ont été faites, toute la compréhension même de notre morphologie, de notre physiologie, et puis finalement de nos sens aussi, un petit peu vers quoi on se dirige naturellement, que l'homme semble être frugivore. Mais pourtant, ça ne signifie pas qu'il doit ici entretenir, s'accommoder à un régime qui soit nécessairement frugivore en fonction de là où nous sommes dans le monde. Alors déjà, il y a cette dimension-là, donc entre, on va dire, le côté théorique, le côté strict et dogmatique de la chose, de dire il faut être frugivore et donc on mange que des fruits parce que théoriquement c'est comme ça, et ce que doit représenter un régime alimentaire. C'est ça. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que pour faire une comparaison, quand on parle de frugivorisme, on pourrait dire une vache qui est herbivore, elle est herbivore, mais en même temps, quand elle mange de l'herbe, elle va manger des insectes. Donc ça n'en fait pas pour autant un animal insectivore qui se nourrit avec une base d'insectes. Non, la vache se nourrit avec une base d'herbe. Mais pour autant, elle peut manger d'autres produits. Et cela peut compléter un peu son alimentation. Donc ça veut dire, quand on part sur un courant alimentaire, c'est que l'alimentation de base, c'est les éléments qui caractérisent le mode alimentaire. Et ensuite, il peut y avoir une proportion plus ou moins importante d'autres éléments qui viennent compléter finalement cette alimentation. Oui. Et ça, c'est une première chose importante pour avoir cette base-là, c'est que finalement, si on parle des grands singes, puisqu'on dit notre proximité physiologique avec les grands singes, et bien avec les grands singes, on a cette proximité physiologique, et quand on regarde les grands singes, selon les espèces, ils consomment plus ou moins d'insectes ou de petits animaux, d'œufs, mais c'est pas 50 ou 80% de leur alimentation. Non. Sachant qu'il y a après d'autres aliments qui ne consomment pas, que nous avons dans notre alimentation, pour parler des céréales par exemple, des légumineuses, ce sont des choses qu'ils ne consomment pas. Mais par contre, quand on fait le ratio, sauf certaines périodes où il y a vraiment des pénuries alimentaires, là ils vont manger d'autres choses, ça va jamais dépasser les 10% de leur alimentation, ça reste des quantités qui sont très faibles. Donc si nous mangions seulement 10% de produits carnés, de choses comme ça, c'est sûr qu'on aurait beaucoup moins de surcharge au niveau physiologique, au niveau de notre corps. Donc le régime alimentaire, il doit tenir compte finalement de cette base et ensuite de cette partie complémentaire qui pourrait tenir compte de quelques pourcents pour des gens qui sont vraiment très très bien, voire peut-être à 100% pour des gens qui pourraient vivre entre guillemets dans l'idéal, à peut-être 30-40% pour des gens qui ont des besoins plus importants en termes de concentration nutritive dans un aliment et pour pouvoir faire face finalement à leur quotidien, au stress, à l'éloignement aussi du soleil, de l'équateur, enfin toutes ces dimensions-là. Bien sûr. Alors, moi je rappelle donc le régime frugivore défini en tant que tel, c'est une grande base de fruits essentiellement, des légumes, des verdures, principalement des verdures plutôt que des légumes, et puis éventuellement quelques noix diverses. Alors ça, c'est le régime frugivore donc de base classique. Il y a dans les mouvements hygiénistes et puis autres véganes aussi, c'est possible, une définition qui parle de frugivorisme strict qui est basée principalement, fondamentalement et intégralement sur des fruits. Oui. Voilà. Alors, il faut dire aussi quelque chose pour répondre aux personnes qui se posent la question, mais comment je peux faire pour tendre finalement vers tel ou tel régime et surtout
en ce qui nous concerne, donc vers un régime plus végétalien, plus frugivore, même sans parler de frugivorisme strict. Mais il y a toujours ces personnes, moi je ne sais pas si tu les vois toi au travers de tes suivis, etc. Il y a toujours ces personnes qui ont cette tendance à vouloir forcer les choses, alors que finalement, lorsqu'on regarde les différentes saisons qui peuvent paraître, ne serait-ce qu'en France, tout naturellement, on arrive à se tourner vers les fruits lorsque le printemps et l'été arrivent. Il y a des périodes de toute façon naturellement entre ce que la nature produit et la température. On est plus porté à certaines périodes de l'année, bien sûr, sur les fruits, sur les légumes, que sur des aliments qui sont beaucoup plus riches. Voilà. Donc ça, c'est vrai que de toute façon, c'est la saisonnalité qui fait ça. Maintenant, ce qui peut poser problème, c'est quand on rentre dans la phase hivernale où certaines personnes finissent par consommer très peu finalement de fruits, alors qu'il y a quand même des fruits qui sont disponibles. Si on parle des pommes, des poires, aussi, oui. Ce genre de choses, on peut parler des agrumes aussi, sans parler de fruits exotiques après, mais voilà. Et puis de raréfier un petit peu les légumes, et au final d'avoir une alimentation qui repose beaucoup sur des féculents, sur des céréales. Donc je distingue, quand je dis féculents, on va dire les farineux légumes, comme les pommes de terre, les patates douces, ce genre de produits, ce qu'on dit un peu selon les endroits du monde, les farineux, les racines, ce genre de choses. Oui. Et puis de l'autre côté, après, les céréales qui sont encore plus riches, les produits laitiers, le fromage, qui sont des choses beaucoup plus consistantes, qui certes réchauffent dans ces périodes-là, mais on peut consommer ces aliments, mais on a quand même besoin de cette base. Donc c'est pas parce qu'on est quand même en plein hiver que cette base ne doit plus être présente, mais en tout cas c'est sûr qu'en fonction de la saisonnalité on a un penchant qui est plus important pour ces produits. Tout à fait. Et oui, excuse-moi, juste avant de te laisser, je te coupe, mais pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au frugivorisme, quand on parle des fruits au sens botanique du terme, c'est tout ce qui est fruit. Donc un avocat est un fruit, une noix de coco est un fruit, un concombre, une courgette, une courge, une tomate même, une tomate. Ça, ce sont également des fruits. Donc, ce sont des fruits légumes, mais ce sont des fruits quand même. Donc, pour distinguer par rapport à ce que tu disais dans les légumes, on va être plus sur des carottes, les betteraves, les céleris, des choses qui sont beaucoup plus coriaces finalement, et d'ailleurs qui peuvent être plus agressives pour le système digestif. Pour les personnes qui ont des problèmes, ils le sentent tout de suite. Oui, bien sûr. Alors, c'est bien parce que donc on était venu aux saisons, et c'est très important, il est vrai, de rappeler que l'homme, que ce soit en printemps, en été, en automne, en hiver, a besoin quand même de cette base de fruits dont les sucres sont le carburant principal finalement. C'est ça, le glucose, c'est le carburant principal du corps, c'est l'élément qui a le plus de rentabilité, c'est-à-dire en termes de production énergétique, en termes biologiques, on parle d'ATP, c'est celui qui va en produire le plus. Et l'intérêt, c'est également le glucose qui, pour produire cette énergie, va générer le moins de déchets. C'est-à-dire que ce sont des déchets qui sont des déchets très légers, ce qu'on appelle le gaz carbonique, le CO2, qu'on évacue à chaque respiration, expiration plutôt. Et donc, c'est un déchet que notre corps sait traiter très facilement. Bien sûr. Donc, l'intérêt, c'est que cette base alimentaire, cette base glucidique, permet à notre corps d'avoir un fonctionnement, un carburant régulier, qu'il peut également stocker sous forme de glucides, donc sous forme de glycogène, pour du court terme, et puis sur du plus long terme sous forme de gras, lorsqu'il y a suffisamment de sucre déjà dans le corps. Donc ce carburant, notre corps sait l'utiliser, sait le transformer s'il a besoin. Donc ça c'est important parce que c'est vraiment la base de notre fonctionnement. Et après les autres éléments, on peut les utiliser comme carburant, mais ils sont un peu moins intéressants pour certains si on parle du gras, et beaucoup moins intéressants si on parle de la protéine. Et voilà pourquoi ça me semble très important finalement de bien déterminer, de savoir finalement qu'est-ce que l'homme est au fond sur le plan physiologique, parce que de cette base, on peut savoir vraiment quels sont nos besoins nutritionnels quotidiens. C'est ça. Donc toi tu as rencontré et puis tu as fait des vidéos à propos du régime cétogène. Tout à fait. Et c'est vrai que dans le milieu des partisans du régime cétogène, leur compréhension des besoins nutritionnels quotidiens semble à l'opposé finalement de ce que nous pouvons penser. Tout à fait. Il part du principe que si le glucide et si le glucose peut générer des pathologies, il faut l'éliminer de l'alimentation. Tout à fait, et donc c'est un carburant qui n'est pas un carburant nécessaire et important pour le corps humain. Cancer. Pour le cancer par exemple, pour les problématiques d'épilepsie, pour des problématiques d'Alzheimer, un certain nombre de problématiques de ce genre, on pourrait même parler du diabète. Alors c'est vrai que pour toutes ces pathologies qui se sont développées et qui sont déjà installées,
on peut avoir un intérêt à avoir une phase sur le régime cétogène pour calmer le jeu dans l'organisme et permettre au corps d'être un peu moins sur cette agression, inflammation que peut générer le glucose lorsqu'il est présent en trop grande quantité. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, la problématique du cétogène, c'est qu'on peut fatiguer aussi l'organisme lorsqu'on pousse l'alimentation sur le cétogène sans période de calme dans l'organisme. Et c'est une problématique importante. Quand je parle de période de calme, parmi les partisans du cétogène, ils nous disent que l'alimentation paléo, qui est une alimentation qui tend vers le cétogène également, est l'alimentation physiologique de l'homme. Alors moi, je suis d'accord, à condition qu'on vive comme il y a 30 000 ou 40 000 ou 50 000 ans. Si on accepte de vivre dans ces conditions-là, je suis d'accord. Ça veut dire pas de toit sur la tête pour se protéger, donc on va brûler beaucoup plus d'énergie. Ça, c'est la première chose. Donc les graisses, forcément, le corps va les utiliser pour s'isoler, déjà pour se protéger. Et dans un climat froid. Puis, voilà, et dans un climat froid, tout à fait. Deuxièmement, il faut imaginer que les personnes qui vivaient à ce moment-là ne faisaient pas forcément 3 repas par jour comme on a pris l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'ils pouvaient manger 3 fois par jour en fonction de ce qu'ils trouvaient à certains moments. Et des fois, ils pouvaient faire même des repas très copieux. Mais après, ils pouvaient passer 48 heures à ne rien manger ou très peu manger. Donc si on l'aborde de cette manière-là, moi je suis d'accord, on peut faire des choses intéressantes. Mais le problème, c'est que le régime cétogène actuel, il n'est pas fait de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on mange 2 ou 3 fois par jour, on consomme des produits qui finalement, même si on dit c'est un produit de producteur bio, machin, qui avec l'animal qui mange de l'herbe, très bien, très bien. Mais encore une fois, on n'est pas sur ce qui devrait être fait. C'est-à-dire que dans le régime cétogène ou paléo, quand on va attraper une proie, on s'est quand même cassé le cul pour aller la chercher, sa proie. Donc on a couru derrière pendant une demi-heure, 1 heure, voire une demi-journée si c'est pas plus. Quand vous regardez des reportages simplement en Afrique sur les chasseurs-cueilleurs, quand ils vont arriver à attraper un animal, combien de temps ils ont couru après pour l'attraper? Donc on n'est pas du tout dans la même dépense énergétique, dans le même profil. Bien sûr. Et là, c'est là où ça pose problème. C'est qu'on n'est plus du tout dans les mêmes approches. Donc là, on est sur un régime qui finit par, pour la plupart des gens, être un régime de surcharge. Oui. Bien sûr. Et ça, c'est marrant ce que tu dis là, parce que autrefois, donc, j'ai fait quelques expériences, à ce propos. Et puis, c'est très facile aussi de tendre à côté en période hivernale vers tout ce qui est graisse et puis protéines. C'est dispo, ouais, et c'est vrai que on en a tendance d'ailleurs à oublier les fruits parce qu'ils sont justement plus aqueux, et puis certains ne pensent pas à se rabattre véritablement sur les fruits exotiques. Et parmi les fruits exotiques, on peut citer certains fruits nobles. J'en parlerai peut-être un peu plus en détail ensuite, mais donc les fruits nobles comme la mangue, par exemple. Et c'est vrai que ça nous épuise davantage. Toujours est-il que dans la période hivernale, il y a un élément vital qui n'est pas là et qui est pourtant le plus important selon moi, c'est le soleil et puis la luminosité en moins. Ça, c'est de toute façon très très important, le soleil, la luminosité. Alors aujourd'hui, on essaye de faire avec la luminothérapie, mais de toute façon, c'est sûr que cette luminosité manque. Et puis je dirais même une autre chose sur la saisonnalité avec l'hiver, c'est que pendant la phase hivernale, d'accord, on peut manger plus riche, mais on doit être amené à beaucoup plus se reposer. Exactement. Parce que normalement, on ne devrait pas être en activité à 6 h du matin où il fait encore nuit et finir la journée à 22 h alors qu'il fait déjà nuit depuis 5 ou 6 heures. C'est vrai. Donc c'est sûr que si on respectait un peu plus le rythme biologique dans lequel on devrait être, ce qui n'est pas une chose facile avec notre société moderne, mais si on respectait plus ce rythme de vie, déjà on serait amené à manger moins. C'est-à-dire que même si on mangeait des aliments riches, on ne ferait pas autant de repas. Tout à fait. Parce que la journée ne durerait pas 15, 16 ou 17 heures, elle durerait 8 heures, 9 heures. Donc en fait, rien que par rapport à cette approche-là, on devrait manger beaucoup moins finalement l'hiver que l'été. Donc même si on mange plus concentré, donc on va se dire qu'on a les apports parce qu'on mange moins et plus concentré, on devrait avoir à peu près les mêmes choses. Alors que l'hiver finalement, on est peut-être à 20 ou 30% de plus. Bien sûr. Parce qu'il y a cette répétition, cette surcharge. Bien sûr. Et là c'est marrant ce que tu dis parce que effectivement, moi, fut un temps où à l'époque, je travaillais... ça m'arrivait de travailler 35 heures, même plus, tu vois. J'étais déjà bien entendu bien informé sur le régime en question. J'avais essayé de m'entretenir avec certains fruits avant de travailler sur les fruits nobles et d'en venir par exemple à entretenir la mangue en hiver. Mais finalement ça ne me suffisait pas. Et moi, sans forcer quoi que ce soit, je le voyais.
Et au final, qu'est-ce qu'il me fallait? Des quantités colossales de fruits, mais même avec cela, ça me suffisait pas. Il y avait un manque. C'est ça. Donc j'ai rajouté plus de noix, et vu avec les noix, finalement, ça m'allait pas forcément parce que je dépensais davantage mon énergie, alors que comme tu me dis, il faut se reposer quasiment tout le temps finalement en hiver, presque tout le temps. Oui, voilà, c'est ça. Parce que la nature elle-même se repose, n'est pas active à ce moment-là. Et au final, on en arrive donc sur la consommation de produits qui sont plus concentrés et même de stimulants. Oui, c'est ça, tout à fait. Et même pour les stimulants, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est dans la normalité quand on parle de stress. On parle de travailler. Moi, si je prends mon exemple, je vais parler de moi directement, comme ça c'est peut-être plus parlant. Là, pour tout le travail que j'ai fait de développement pour la création de mon projet, mes plateformes internet, ça m'a demandé beaucoup de travail d'apprentissage pour savoir faire de nouvelles choses. Et puis également du travail parce que il faut créer le produit, on part de rien, alors on sait ce qu'on veut faire, mais il faut le créer, il faut mettre en place des choses, refaire des essais. Et concrètement, j'ai fait plus que 35 heures par semaine. Ouais. C'était en plus avec un bébé qui arrivait, tout ça, donc il y a eu beaucoup d'implications, forcément, moins de récupération. Et c'est pour ça que je dis, on est capable de le tenir pendant un temps, on peut le faire. Mais néanmoins, ça laisse des traces. Et je ne pouvais pas, par exemple, être dans cette alimentation frugivore poussée pendant cette période-là, ça m'était impossible. Malgré le fait que j'ai envie, c'était impossible parce qu'il y a une telle surcharge qu'à un moment le corps a besoin d'apaisement parce qu'on est attiré vers le gras, on est attiré vers certains stimulants en effet. Et il y a un moment il faut savoir faire la part des choses en se disant j'accepte de ne pas être dans cette phase que j'aimerais atteindre entre guillemets d'idéal ou d'être dans la phase dans laquelle je me sens bien finalement au niveau alimentaire quand je peux le faire. Mais là on est dans une phase de surcharge où finalement si je le fais pas, d'avoir recours à certains stimulants, en fait, je ne pourrais pas mener mon projet, je ne pourrais pas faire ce que j'ai à faire. Mais en même temps, derrière, on accepte de dire c'est temporaire. On le fait d'une manière temporaire parce que derrière, on revient à la normale, on laisse le corps au repos et on fait cette phase de récupération. Donc, c'est un peu comme les saisonnalités, sauf qu'elle est un peu différente parce que là, c'est nous qui la contrôlons au lieu d'être sous l'effet de la nature. Mais cette phase de récupération, elle est nécessaire. Quel que soit l'endroit sur le globe où on peut vivre, elle est nécessaire et dans toutes les régions du monde, il y a des périodes où ça se développe beaucoup, même s'il y a des saisons qui tournent rapidement. Si on parle à Hawaï, ils arrivent à faire des fois 3-4 cultures par an, donc ça tourne à vitesse grand V. Mais néanmoins, il y a des périodes où il y a plus de pluie, il y a des périodes où ça produit un peu moins, et ça c'est valable partout. Donc on a ce besoin de repos, de toute façon c'est physiologique. Et en hiver, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne se reposent pas du tout. Et là, on voit des prises de stimulants très forts. Déjà, ça peut commencer avec le café, puis ensuite, il faut réduire la nervosité, donc le tabac peut intervenir aussi. Ça, voilà. Et là, j'aimerais rebondir un petit peu sur ce que tu disais, et justement sur le fait que, lorsqu'on travaille, donc c'est-à-dire lorsqu'on finalement on ne respecte pas la loi, une des lois naturelles qui est que normalement nous devrions nous mettre au repos en hiver, c'est ça, comme le fait la nature, suivre donc finalement le rythme de la nature. On va donc à l'encontre du rythme, et là c'est que au final l'état de santé s'amoindrit, et avec ça donc tout ce qui est production d'hormones, d'enzymes également. C'est ça, tout à fait. On dit que le lait, les produits laitiers sont un ennemi. Mais peut-être que là, ici, ils peuvent avoir un intérêt. Ils peuvent avoir un intérêt pour compléter l'alimentation, pour apporter cette richesse, ce gras aussi qu'on peut rechercher dans ces périodes-là. Donc bien sûr, ça peut avoir son intérêt. Il ne faut pas se mettre à en consommer des wagons parce que là, ça va devenir nuisible. Bien sûr. Mais fuir forcément et totalement les produits laitiers, sauf pour les personnes qui sont vraiment intolérantes, où là, ça se justifie. D'accord. Ça n'est pas forcément une nécessité. Ouais. Oui. C'est vrai que aujourd'hui, il y a énormément d'études et d'articles qui démontrent effectivement les méfaits des produits laitiers, mais voilà, dans des situations où les gens ne se reposent pas assez parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont sous certaines pressions aussi professionnelles, etc. Bien sûr. Et bien du coup là, ce complément va être utile au final. C'est ça, si on doit remettre les choses par, on va dire, ordre d'importance, en gros. Si on dit je supprime les produits laitiers parce que c'est dangereux, d'accord, mais alors dans ce cas-là on dit je supprime le stress. Je supprime le stress du quotidien parce que c'est dangereux, c'est-à-dire que le stress vital de dire je suis en voiture et je vais me cracher, donc là il faut un coup d'adrénaline pour réagir,
là c'est nécessaire, mais le stress du quotidien, du boulot, tout ça, faut le supprimer aussi dans ce cas-là. Parce qu'il est beaucoup plus nuisible que de consommer des produits laitiers. Oui, bien sûr. Donc c'est ça aussi qu'il faut remettre à sa place. Bien sûr. Et c'est vrai que là, même si nous sommes frugivores sur le plan physiologique, s'entretenir avec un régime frugivore, ou même sans même parler de frugivorisme strict, c'est impossible. On est obligé de s'entretenir avec notre gamme alimentaire de base, mais avec également d'autres produits à côté qui font que nous aurons tendance à aller soit vers le végétarisme ou bien l'omnivorisme ou ce genre de choses. Ce qui est important, c'est toujours cette notion de proportion. Tout à fait. C'est vraiment de se dire, on a une base qui doit être présente, plus ou moins sur l'ensemble de l'année, et après on agrémente cette base, et c'est elle qui va nous dire, on est plutôt frugivore, parce que finalement on a très très peu de choses en complément. On est plutôt végétalien parce qu'on a un peu plus de compléments avec certains éléments comme des céréales, comme des pommes de terre par exemple. On va être un peu plus végétarien parce qu'on inclut un peu plus de produits laitiers ou d'œufs régulièrement dans son alimentation. Ou même omnivore si on consomme de la viande et du poisson. Et en soi, c'est pas choquant. Et je pense que c'est important de savoir où on en est. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les termes et tout ce qui fleurit, on a du mal à s'y retrouver. Aujourd'hui, le terme à la mode, c'est flexitarien. Donc flexitarien, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut tout et rien dire. Ça veut dire que concrètement, j'essaye de faire un peu attention à mon alimentation en mangeant un peu de tout. Mais en fait, c'est quoi? C'est presque de dire, moi je suis omnivore, donc je suis flexitarien en fait. Oui, bien sûr. Je mange de tout. Donc, c'est très confus. Moi, je préfère de dire, pour reprendre l'exemple que je disais sur le régime crétois, dans le régime crétois, ils ont une alimentation pendant les phases de jeûne, donc les journées de jeûne et les phases de carême, qui est plutôt végétalienne, parce qu'il n'y a quasiment aucun produit manufacturé et produits animaux à cette période-là. Dans les phases d'alimentation normale, ils sont plutôt sur une dynamique végétarienne. Et puis, quand ils sont dans leur quotidien avec la fête, c'est plus du végétarisme, c'est de l'omnivorisme. Mais dans le quotidien, il y a un peu de viande, il y a un peu de poisson, mais c'est tellement faible en quantité qu'on est plutôt sur une base végétarienne. Oui, bien sûr. Mais il y en a un petit peu. Mais après, si on compare avec ce qu'on fait aujourd'hui, on va vous dire qu'ils consomment 20 grammes de poisson par jour. 20 grammes de poisson par jour, c'est rien. Bien sûr. Nous, c'est ce qu'on consomme. 20 grammes de poisson, c'est une bouchée. Donc, on n'est pas sur les mêmes rapports. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est bien de mettre les bases comme ça pour se dire, en fait, je fais ça. Parce que c'est vrai qu'au final, les mots ayant leur importance, on finit par faire des choses alors qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai. Bien sûr.